Très bien. Eh bien, en attendant, là, le mouvement, je sens, est très bien enclenché. En attendant que vous rejoigniez vos places, je voudrais simplement remercier Guillaume Ducable, qui est donc rédacteur en chef du journal de l'Axocène et qui a préparé cette matinée et qui fait un travail remarquable. Je crois que beaucoup d'entre vous le connaissent et il est à votre disposition pour prendre contact avec lui s'il ne vous connaît pas. Donc, il dirige ce journal de l'Axocène qui est à la fois un hebdomadaire, puis un journal en continu sur le web, et qui traite de l'actualité de l'Axocène, de Montreux pour ne pas dire de plus loin jusqu'au Havre. Donc merci beaucoup à tous les trois. Cette fois-ci, donc on resserre un peu la focale, et cette fois-ci, nous allons parler, n'est-ce pas, comme l'a dit très bien Brieux, de l'émergence d'une filière hydrogène, dont on dit parfois qu'elle ne vient pas aussi vite qu'on l'avait prédit, mais ça ne se décrète pas. L'énergie, ça bien que c'est du réel, c'est du concret, et ça ne se décrète pas. Hubert Desjean de la Bâtie, vous êtes vice-président de la région. Merci beaucoup de participer. Et vous allez nous rendre compte, si vous le voulez bien, d'une étude qui a été faite et nous dresser un petit peu le tableau de la problématique dont vous êtes un des meilleurs experts, si vous voulez bien, monsieur le vice-président. Oui, merci. D'abord, bonjour à tous. Je ne sais pas si je suis expert, mais bon, je pratique l'hydrogène depuis 2010. Avec bien évidemment beaucoup de sueur froide, et c'est pas fini. Un petit mot sur l'hydrogène en Normandie. On a été la première région de France à se lancer sur l'hydrogène. C'est plus exactement un département qui s'appelait le département de la Manche qui a fait le pari de l'hydrogène. C'était l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, où Toyota avait annoncé la fin des moteurs à combustible fossile en 2030. Ils avaient ça dans leur plan stratégique, et donc il y a eu un premier emballement à ce moment-là. Et sur la mobilité, je parle, parce qu'on verra après qu'il y a plusieurs lignes directrices sur l'hydrogène. Et sur la mobilité, on a été très vite lauréat d'un projet qui s'appelait EasyMob, qui était pour une fois dans les appels d'offres européens pas mal foutu, puisqu'il combinait la création d'une station de distribution d'hydrogène et une flotte de véhicules associés. Et donc, on était tous partis, un certain nombre de collectivités locales, pour faire ces stations EasyMob et acheter, en s'y mettant à plusieurs collectivités, des véhicules qui, en gros, des véhicules, ce qu'on appelle les véhicules utilitaires légers qui venaient s'approvisionner, en gros, des Kangoo, et Renault était partant, etc. Bon. Et ça, très honnêtement, ce système-là, il a craché pour pour deux raisons. La première, c'est qu'on était en avance de phase. Donc, tous ceux qui se sont lancés, c'était la première fois qu'ils construisaient une station d'hydrogène. On ne savait pas comment on allait le vendre. On ne savait pas comment on allait maintenir nos stations. On ne savait pas à quel prix le vendre ou à quel prix s'approvisionner. Et ensuite, on s'était rendu compte que pour approvisionner régulièrement, il fallait prendre de l'hydrogène gris. Alors, l'idée, c'était quand même d'essayer de fournir toutes nos stations en hydrogène vert, sinon ça ne valait pas le coup. Donc, là, même si on a été extrêmement subventionné par l'Europe, ça reste un souvenir un peu douloureux de s'être lancé trop tôt. Les industriels, c'est une autre problématique. On n'est plus sur la mobilité. Je pense que tu en parleras 10 fois mieux que moi. Les industriels pratiquent l'hydrogène depuis longtemps. C'est dans leur process, donc je te laisserai en parler. Sur les autres applications de l'hydrogène, il y a bien évidemment ce qu'on appelle les mobilités lourdes, puisque il ne vous échappera pas qu'en dehors de Toyota et un tout petit peu Hyundai, tout le monde a un peu laissé tomber l'hydrogène en véhicule de tourisme. Et il reste bien évidemment Stellantis avec Peugeot qui ressort un modèle d'utilitaire léger à l'hydrogène. Donc, on va en reparler. Sur la mobilité lourde, bien évidemment, nous avons les poids lourds, mais aussi, je le rappelle, on travaille sur les porte-conteneurs et on travaille aussi, et c'est la grande excitation tout de suite, sur l'aérien. D'accord ? J'étais très étonné lorsqu'on a dit on va décarboner le transport lourd.
étant élu dans une agglomération avec un très grand port, le premier port de France, naturellement, je m'étais dit le maritime va partir très fort. Bah, pas du tout. Ce qui s'est emballé, c'est l'aérien, parce qu'il y a une pression des compagnies aériennes pour décarboner le transport aérien. Ah bon, mais pour un jeu de mots très très facile, je croyais que ça volait pas, moi, l'avion à l'hydrogène. Alors, l'avion à l'hydrogène, si vous regardez l'avion qui a un réacteur à hydrogène, c'est un Airbus A380 sur lequel on a rajouté un réacteur supplémentaire pour le tester. Et donc, on est encore très loin de faire voler un avion à l'hydrogène pur. Par contre, on s'en sert pour fabriquer le carburant du futur. Alors, je ne vais pas être trop long, puisque c'est la première question, il y a les autres. Je termine juste. Non, allez-y, puisque j'aimerais que vous parliez aussi de l'étude des deux régions, l'Île-de-France et Normandie. Voilà. Alors, l'idée, c'est que, de nouveau, l'Europe lance des appels à projets. Et l'idée de l'Europe, c'était de dire, ce coup-ci, pour éviter de faire de la petite épicerie fine qui, on l'a vu, ne marche pas, on va essayer de susciter des grands aires de production d'hydrogène et d'utilisation. C'est ce qu'on appelle le concept de l'Arch Valley. Alors, dans un premier temps, on avait une alliance qui fonctionnait pas mal. On avait 3 régions qui étaient super intéressées. On travaille beaucoup ensemble sur l'éolien offshore. On s'était dit, on va faire la même chose sur l'hydrogène. C'était Normandie, Pays de la Loire et Bretagne. Et on est très proches, on bosse souvent ensemble sur la transition énergétique. Et là, on s'est fait retaper par la Commission européenne qui a dit non, on ne voit pas bien la synergie. En gros, ils voulaient que ce soit une vallée. Et on en a une vallée, donc ça tombe bien. Ça voulait simplement dire qu'il fallait qu'on laisse tomber nos partenaires un peu historiques et qu'on se rapproche de l'Île-de-France. Coup de peau, c'est assez facile. Les rapports avec la présidente de la région Île-de-France ne sont pas terribles, mais c'est parce qu'on a un petit sujet ferroviaire ensemble. Mais je le dis, mais c'est de notoriété publique. En revanche, il se trouve que je suis très proche de Yann Verling, qui est le vice-président en charge de la transition en Île-de-France, et on s'est tout de suite mis au boulot. On a présenté un dossier, il est parti à Bruxelles. J'ai bon espoir que nous soyons sélectionnés et qu'on dégage à peu près 20 millions d'euros de subventions européennes sur le concept de l'Arch Valley hydrogène, qui serait bien évidemment le concept hydrogène vallée de la Seine. Voilà ce que je peux vous dire assez rapidement. Il y a des gros projets, je ne suis pas non plus un expert, mais il y a des gros projets qui se sont crachés, selon votre expression, là récemment, non? Vous nous en dites un mot? Alors, ce n'est pas des gros projets qui se sont crachés, il y a des expérimentations qui ne fonctionnent pas. EasyMob, effectivement, si vous prenez une collectivité locale qui met 300 000 euros, si elle se crache, 300 000 euros pour elle, c'est beaucoup, même si l'Europe a amené 800 000 à côté. Le gros crash, c'est plutôt pour l'Europe. Là, c'est complètement différent. Ce qu'on est en train de vivre, c'est des industriels qui se posent la question de la relocalisation en Vallée de Seine en tenant compte des possibilités qu'on puisse avoir, soit en production d'hydrogène, soit en production de chaleur, soit en production d'électricité. Puisque les éléments déterminants pour l'implantation industrielle, c'est de pouvoir disposer d'énergie suffisante, de matières premières suffisantes, et surtout sans incertitude sur la fourniture et le coût, suivez mon regard, c'est-à-dire complètement décorrélé de la géopolitique internationale. Donc c'est ça qu'on essaye de faire sur l'axe Seine. On n'a aucune vocation à servir les intérêts gaziers de M. Poutine ou les intérêts pétroliers des pétromonarchies du Golfe. On n'est pas en guerre contre eux, mais moins on dépendra d'eux, mieux nous nous porterons. Et nous avons l'ambition de faire revenir les industries. Je vois quelques industriels au premier rang. On a vraiment l'ambition de faire revenir les industries dans l'axe Seine. Très bien. Alors, il y en a, hein, il y en a des importantes. Cécilia Fouvry-Renzi, vous êtes donc directrice des affaires publiques de Air Liquide Industrie. Redonnez-nous un petit peu le cadre. Monsieur le disait, il y a l'hydrogène gris, l'hydrogène vert, donc, et vous êtes en charge du plus gros projet de production d'hydrogène vert en Europe ou au monde. Je ne sais pas, vous allez nous en décrire les caractéristiques, si vous voulez bien. Bien sûr, merci à tous. Donc, Air Liquide, voilà, société leader dans la production des gaz et des services pour l'industrie et la santé. Et donc, effectivement, nous avons l'ambition, dans nos stratégies, c'est vraiment déjà décarboner notre site de production, donc les sites de production hydrogène, et surtout accompagner nos clients et nos partenaires pour pouvoir arriver à la décarbonation, avec l'objectif d'être donc à
réduction de 33% en 2035 et une neutralité carbone en 2050. Donc, effectivement, je remets un point en cadre. Nous, on ne parle pas du tout des couleurs et on n'aime pas parler d'hydrogène coloré. Nous, on fait référence vraiment au cadre réglementaire européen. Donc, je rappelle juste voilà, 3 décrets ou arrêtés qui donnent les cadres sous la définition de l'hydrogène. Et donc, en 2023, il y a eu le premier arrêté qui a défini une seuil. Donc, c'est le fameux seuil de 3,38 kg de CO2 émis par kilo d'hydrogène produit qui définit ce qui est un hydrogène renouvelable au bas carbone. À partir de cette seuil, donc, il y a des actes délégués qui ont été publiés. Donc, il y a un acte délégué qui définit bien l'hydrogène renouvelable et les normes un peu barbares RFMBE. Donc, voilà, c'est les carburants renouvelables qui est de non-origine biologique. Donc, effectivement, voilà, 3,38. Après, en fonction de l'énergie qui est utilisée, on peut avoir de l'hydrogène renouvelable. Donc, c'est les cas dans lesquels on utilise de l'énergie renouvelable additionnelle, donc qui est une production complémentaire dans les réseaux, qui géographiquement est localisée dans les territoires où on produit l'hydrogène et qui fournit l'électricité au moment de produire. Donc c'est un cadre qui est très bien défini en européen depuis 2023 et on attend dans les semaines ou mois à venir l'acte délégué hydrogène et bas carbone qui va permettre de définir donc l'hydrogène qui n'utilise pas l'énergie renouvelable, dans lesquels on devrait trouver donc effectivement la production d'hydrogène par électrolyse avec l'énergie nucléaire, donc qui on défend la France pour pouvoir permettre les vols de la filière, et aussi donc l'hydrogène qui est produit en captant du CO2, parce que nous on croit vraiment fortement que la première phase, dans la phase de transition, il faut décarboner déjà les assets existants, donc capter le CO2, le temps que la filière donc électrique renouvelable au bas carbone puisse se développer. Très bien. Alors, vous décrivez-nous, si vous voulez bien, cet électrolyseur qui est en projet, je pense, Tout à fait. En construction. Dites-nous où vous en êtes, si vous voulez bien. Voilà, donc Normandie ou Normandie, donc en fonction de la prononce, donc on va dire Normandie. Donc, c'est les plus grands électrolyseurs en Europe. Donc, c'est un électrolyseur 200 MW qui est en construction. Donc, voilà, si vous passez dans le territoire Cossaine, donc sous la ville, c'est Saint-Jean, des Folles-Villes. Donc, l'électrolyseur, il est en plein chantier, il est presque terminé. Donc, démarrage début de l'année prochaine pour donc une fourniture d'hydrogène renouvelable par production, par électrolyse de l'eau, donc sur le territoire normand. Pourquoi cet électrolyseur est fondamental pour nous? Donc, 200 MW, plus de 450 millions d'euros d'investissement. Ça va permettre de produire 28 000 tonnes d'hydrogène renouvelable et donc éviter l'émission de 250 000 tonnes de CO2 par an. Donc, pourquoi ici? Pourquoi en Normandie? Donc, si on regarde un peu la stratégie, et ce matin était bien dite, donc on est complètement aligné, on pense vraiment que pour déployer cette filière, donc je pense, voilà, vous allez voir des vidéos, ça vraiment, c'est des chantiers, c'est les vidéos. Je vais peut-être détailler la vidéo pour vous voir l'avancement du chantier, donc qui est presque terminé, tout ce qui est bâtiment est terminé. Les différents stacks, donc les cœurs d'électrolyseurs, ils sont installés. Donc, c'est des stacks qui ont été fabriqués dans une gigafactory à Berlin. Donc, Air Liquide, elle a créé une société conjointe avec Siemens Energy pour pouvoir donc maîtriser les cœurs des usines, des fabrications d'électrolyseurs par électrolyse. Donc, tous les stacks sont arrivés. Et donc, là, on est en train de faire l'assemblage. Je peux comprendre que les réseaux électriques aussi est opérationnel depuis quelques jours. Donc, voilà, les raccordements ont été faits, je pense, début semaine. Donc, voilà, tout se met en place pour pouvoir commencer à faire les tests fin de l'année et pouvoir donc livrer l'hydrogène renouvelable à partir du début de l'année prochaine. On en parlait. À quels usages cet hydrogène va-t-il être destiné, si vous le savez déjà? Oui, bien sûr. Donc, aujourd'hui, la stratégie vraiment pour déployer la filière, on a besoin de l'hydrogène. Aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions autour de la filière hydrogène. Il y a des usages qui ne sont pas électrificables. Donc, on aura toujours besoin de l'hydrogène, donc renouvelable au bas carbone. Et pour le déployer, il faut partir vraiment de bassins industriels ou clusters, comme a été dit ce matin, parce que c'est là qu'il y a les synergies pour pouvoir avoir des unités d'une certaine taille. On a besoin d'avoir des solutions compétitives. Et donc, c'est la massification et la taille de l'électrolyseur qui va nous permettre d'avoir des solutions compétitives, robustes et industrielles.
Et à partir de cette massification, on doit se baser aussi sur des technologies qui sont prouvées, qui sont robustes. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a créé notre JV avec Siemens et pour laquelle on a déjà des électrolyseurs de 20 mégawatts qui sont en opération depuis plusieurs années, qui nous permettent donc de passer de 20 à 200. Donc, on va quand même multiplier par 10, mais de façon, je dirais, en confiance, parce que c'est vraiment modulaire. Donc, on va répliquer des modules de 20 mégawatts. Et donc, l'utilisation principale, c'est dans ces clusters, dans ces bassins, c'est accompagner la décarbonation des industriels, donc particulièrement la chimie et la pétrochimie. Donc, une partie de cet hydrogène fournira Total. Et une autre partie importante va être utilisée pour accompagner le déploiement de la mobilité lourde. Donc, on craint fortement que sur certaines niches, l'hydrogène sera indispensable parce que l'électrification ne sera pas suffisante pour les véhicules, surtout les véhicules lourds. Donc, effectivement, on a un projet de déploiement de poids lourds et aussi donc, avec la région, on était ensemble donc, mardi avec Hervé Morand pour le déploiement donc, des autocars donc à Normandie. On a déjà un premier prototype qui est en fonctionnement et l'ambition avec la région, c'est de déployer donc 2 autres lignes d'autocars en Normandie. Quel est votre regard sur le rythme de la maturation, je ne sais pas comment dire, de la maturité de la filière dont on dit parfois peut-être qu'elle a bénéficié presque d'un effet de mode il y a quelques années, que parfois on entend que les promesses ne seront pas toutes tenues, que tous les usages ne sont pas adaptés. Comment vous regardez ça, vous qui êtes une productrice d'hydrogène? Comme j'expliquais tout à l'heure, on en a besoin. Donc, on aura des segments, donc c'est ce qu'on appelle l'R2B, donc c'est principalement la chimie, la pétrochimie ou des nouveaux marchés comme ça peut être l'acier, dans lesquels on aura besoin de l'hydrogène, de bas carbone et renouvelable. Donc, cette filière, elle va se développer. Et on a effectivement peut-être un retard par rapport à l'ambition, mais ce qui nous manque aussi, c'est un cadre réglementaire clair. On attend, je pense, tous avec impatience lyrique, donc l'évolution de la Tier Wert, qui va permettre de donner un cadre réglementaire et une visibilité surtout sur plusieurs années, parce que la Tier Wert, c'était un cadre annuel, donc on n'avait pas de la visibilité, ça ne nous donnait pas aux industriels, aux innovateurs, l'impulsion pour investir des projets de cette taille. Comme on avait vu, c'est 450 millions d'euros. Et voilà, j'imagine que toutes les sociétés, avant d'investir 450 millions, ils s'assurent que le sujet est fiable et qu'il y a des clients derrière. Justement, l'autre jour, j'étais dans une société de nettoyage et qui nous montrait qu'ils avaient un beau camion à l'hydrogène, mais qui coûtait, je crois, concrètement 4 fois plus cher que leurs autres camions. Et vous serez aussi dépendant. Donc, il y a le prix des appareils, j'allais dire, qui utilisent ou des véhicules. Mais il y a aussi, si je comprends bien, par esprit de déduction, vous êtes indexé sur le prix de l'électricité vous-même. Vous le serez dans l'avenir, n'est-ce pas? Mais bien sûr, je dirais pour produire de l'hydrogène par l'électricité de l'eau, on a besoin de grosses quantités d'électricité. Donc, clairement, l'énergie a un pèse très important sur le prix final de l'hydrogène. Très bien. Louis Latournerie, vous êtes chargé du développement chez Care. Vous venez de remporter un appel à projet lancé par Aropaport. Pourquoi donc pour produire de l'hydrogène, je crois, et du e-méthanol ensuite. Vous allez nous l'expliquer. Et puis, vous allez nous dire, si vous le voulez bien, pourquoi vous avez choisi Le Havre pour vous implanter. Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tous. Déjà, petite introduction sur Care, parce que je ne suis pas sûr qu'on soit aussi connu qu'Air Liquide. Care est une ETI française spécialisée historiquement dans la production d'énergie renouvelable. Donc, depuis les années 90, c'était plutôt de la production d'électricité renouvelable à partir de sources variées, éolien, photovoltaïque, hydroélectricité. Et depuis une petite dizaine d'années, le groupe a décidé de créer une filiale spécialisée dans la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau et la production de carburant de synthèse. Alors c'est QAIR, ce n'est pas du CARE comme on le dit parfois dans d'autres secteurs d'activité. QAIR, en effet. Donc l'objectif de l'entreprise a été de déployer un premier projet en Occitanie sur ces terres, puisque l'entreprise est originaire d'Occitanie, qui est actuellement en cours de construction et qui à terme fera 50 MW de capacité. Et puis, en parallèle, l'objectif, ça a été d'identifier les cibles en France, mais aussi à l'international, qui seront les plus propices au déploiement de projets de production d'hydrogène et de carburant de synthèse. Et on en a sélectionné 3. La première étant le Brésil, la région du nord-est du Brésil, où le groupe a une filiale et il y a en fait un écosystème assez idéal pour produire de manière massive des électricités renouvelables. La seconde, c'est l'Islande, où on produit également de l'électricité renouvelable de manière massive et avec un réseau décarboné. Et la troisième, c'est évidemment l'axe Seine, avec un réseau qui est décarboné en très grande majorité et un certain nombre d'infrastructures, aussi bien sur l'amont du projet pour l'approvisionnement en matières premières que sur l'aval
pour aller livrer le produit fini à nos clients. Alors vous, ce serait pour quels usages? Je ne sais pas où vous en êtes, mais quels usages vous ciblez? Donc, comme vous l'avez bien dit en introduction, le projet consiste à produire de l'hydrogène et du e-méthanol avec 2 phases. Une première phase de 100 000 tonnes de e-méthanol en 2030 et une seconde de 200 000 tonnes qu'on envisage à l'horizon 2035 avec l'évolution des usages. L'intérêt pour nous du e-méthanol, c'est que c'est une molécule tout d'abord à densité volumique qui est assez élevée et qui peut se transformer, qui peut se transporter et se stocker à température ambiante, donc assez facile d'utilisation à l'échelle locale et nationale, internationale. L'autre élément clé qu'apporte le e-méthanol, c'est qu'il permet de desservir 3 marchés différents que sont l'industrie, avec des consommations actuelles de méthanol gris produit à partir de gaz naturel ou de charbon sur l'axe Seine, le transport maritime qui a été évoqué tout à l'heure par M. Rocher, notamment dans le cadre des Green Corridors entre les ports à l'international, et le troisième segment, c'est l'aviation, mais qui nécessite une étape industrielle supplémentaire qui est le méthanol vers le SAF. Le e-méthanol peut alimenter les bateaux? Oui, tout à fait. Et ça fonctionne déjà ou... Oui, il y a déjà des armateurs, CMA CGM, Maersk, qui ont réalisé des commandes de porte-conteneurs qui fonctionneront à partir de 2026 et progressivement de manière croissante au e-méthanol. Alors, je m'excuse si vous l'avez déjà un peu dit, mais pourquoi Le Havre? Le Havre pour plusieurs raisons. Le Havre, tout d'abord, parce qu'il y avait du foncier disponible, mis à disposition par Aropa, et donc on a été lauréat de cet appel à projet Ouest A29 fin 2024. La deuxième raison, elle a été évoquée également, c'est la capacité de raccordement électrique. Ce qui est clé, c'est qu'on va avoir une unité de production d'hydrogène, c'est la possibilité de se raccorder à un poste électrique RTE. La troisième raison, c'est toutes les synergies industrielles qu'on peut trouver, et le programme Socrate favorise ces synergies industrielles, aussi bien sur l'approvisionnement en CO2 pour produire le méthanol que sur l'approvisionnement en chaleur, que les échanges sur l'eau notamment. Et enfin, le quatrième point, c'est la proximité avec les clients que j'ai évoqué. Très bien. Même question que tout à l'heure, quel est votre regard sur l'émergence de la filière, sur son avenir à court terme? Comment vous regardez ça, sur les usages qui vont le plus se développer à l'avenir? Le premier point qu'on peut faire, c'est on a voulu voir l'hydrogène partout, sur des usages qui étaient non pertinents. Donc je pense que c'est bien de faire atterrir la filière, et il faut le voir de manière positive, et de ne pas baisser les yeux en se disant qu'il y a moins d'articles sur l'hydrogène ou qu'il y a moins de subventions. Non, finalement, ça permet de rationaliser et de cibler les projets et les consommateurs qui réellement consommeront de l'hydrogène renouvelable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, Cécilia l'a mentionné, c'est aujourd'hui, il y a déjà une consommation d'hydrogène. Et cet hydrogène-là, il est carboné, en très grande majorité. On est aux alentours de 800 000 tonnes d'hydrogène gris aujourd'hui produit et consommé en France. Et donc, on a un besoin de décarboner cet hydrogène. Et après, le troisième point, c'est il y a des secteurs aujourd'hui qui nécessiteront obligatoirement de l'hydrogène pour se décarboner. Il n'y a pas d'autre solution. C'est le cas de l'aviation, c'est le cas du maritime. Et l'aviation, alors ça va fonctionner, mais ça sera par le biais de néocarburants. Ce ne sera pas directement d'hydrogène. Expliquez-nous un petit peu, parce qu'on ne comprend pas forcément très bien ce qui se passe. Oui, tout à fait. Idéalement, on irait directement à une étape d'hydrogène et l'avion fonctionne à hydrogène et n'a pas besoin de carbone dans sa molécule. Ça, ce serait l'idéal. Mais techniquement, aujourd'hui, on a des complexités à mettre cela en place. Et donc, on va devoir passer par une phase qui est le SAF, qui, à partir d'hydrogène et de carbone, produit des chaînes carbonées, mais qui ont permis au carbone de faire un cycle supplémentaire, et donc de ne pas brûler 2 fois du carbone. C'est les SAF, que ce soit des e-SAF ou des bio-SAF, et qui seront consommés dans les aéroports de Paris demain. D'accord. Très bien. J'ai tout compris. J'ai absolument tout compris. Et du coup, y a-t-il des questions à ce stade? Oui, madame. Voilà. Brieux arrive avec le micro. Madame qui est ici. Voilà. Vous pouvez vous présenter ou pas et dire à qui vous posez la question. Oui, je fais partie de l'association Écologie pour le Havre. Faire de l'hydrogène en particulier par électrolyse de l'eau de la Seine. Or, il se trouve que l'eau de la Seine, en amont, est de plus en plus salée. On entend aussi parler de la remontée du niveau de la mer et donc de la modification du cours de la Seine. Est-ce que tout ça, vous l'avez intégré? Cécilia, vous voulez répondre?
Oui, tout à fait. On a fait effectivement pas mal d'études sur la qualité de l'eau et surtout sur l'optimisation dans nos process. Et donc, effectivement, dans la solution finale, on a une grosse partie de l'eau qui est recyclée. Donc, voilà, Non, mais à part, donc, c'est vraiment que l'eau qui est utilisée par les process qui est utilisée pour produire l'hydrogène. Et après, tout l'hydrogène, parce qu'on a besoin aussi d'eau dans les circuits de refroidissement. Donc, tout ce qui est à côté, dans les solutions de refroidissement, on a des solutions alternatives que nous n'utilisons pas à eau. Mais vous avez tout à fait raison, la matière première, c'est l'eau. Et donc, on a effectivement validé avec les sources disponibles, la disponibilité, la qualité, de façon à ne pas avoir d'impact, réduire au minimum l'impact environnemental. Monsieur de Jean de la C'est Bâtie, clé dans notre dossier, effectivement. vous vouliez réagir? Oui, non, mais on est d'accord, cher Annie, il y a un problème, et puis avec l'augmentation des températures, on va avoir une baisse du niveau moyen de la Seine à un moment, avec probablement une concentration des toxines, donc il faut qu'on réfléchisse à ça. Et effectivement, il y a la remontée du biseau salé, les travaux du GIEC normand, qui est subventionné par la région, montrent qu'effectivement, il y a une pénétration de l'eau salée dans les nappes d'eau douce. Ça va nous poser la question effectivement d'une meilleure utilisation de l'eau, d'une réutilisation systématique de l'eau. Et j'étais la semaine dernière en Espagne pour parler de ces sujets-là. Nous utilisons très peu de l'eau naturelle, c'est-à-dire qu'en gros, la France ne récupère pas beaucoup ses eaux de pluie, alors que les Espagnols en récupèrent près de 20%, et nous, on doit être à peine à 4%. Donc, on voit aussi qu'on n'est pas organisé sur le cycle de l'eau. Et on va le sentir, bien sûr. Et on a aussi, on peut avoir des grandes craintes, je le dis franchement. Moi, je suis assez frileux avec le développement du canal Seine-Nord, Europe. Parce que là, on va atteindre des quantités d'évaporation qui sont extraordinaires. Mais pour revenir à l'hydrogène, si vous le permettez, puisqu'on a évoqué le transport lourd, nous avons une ligne de car qui fonctionne. Tout n'a pas été arrêté. Nous avons une ligne de car qui fonctionne aujourd'hui, tout de suite, là, entre Rouen et Évreux, tu en parlais, qui s'approvisionne en hydrogène à la station d'Évreux. On souhaite en développer d'autres. On a juste un petit souci vis-à-vis puisque c'est un service public avec de l'argent public, c'est le prix auquel on achète notre carburant. C'est-à-dire qu'en gros, l'hydrogène vert est encore aujourd'hui trop cher pour que ça permette vraiment le développement de cette filière-là. Et ça, c'est un souci. Et je pense que le programme EasyMob, il a chuté principalement à cause de ça. Un mot sur le canal Seine-Nord-Europe. J'ai entendu pas mal d'arguments contre, mais là, celui-ci, je ne le connaissais pas. Si vous pouvez le développer un tout petit peu sur ce risque d'évaporation accentué. Écoutez, on a un canal absolument formidable pour alimenter en marchandises à partir des grands ports qui s'appelle la Seine. Donc déjà, je ne vois pas pourquoi on a été en construire un. Et je peux vous dire que... aujourd'hui, et je parle devant les industriels, la question de l'eau se pose quand il y a une implantation industrielle. Chose qui, en Normandie, franchement, l'eau, ce n'était pas une préoccupation. Ça va le devenir. Il faut qu'on le sache, il faut qu'on joue avec. Et je sais que la région caennaise, par exemple, a des industriels qui ont approché et qui, finalement, n'ont pas donné suite parce que la réserve en eau n'était pas suffisante. Donc, on voit que ça devient un élément pertinent. Ceci dit, c'est encore une fois, c'est juste une préoccupation supplémentaire à intégrer dans les choix de développement. Ceci dit, pour le moment, pour la vallée de la Seine, on a ce qu'il faut pour alimenter le plus gros électrolyseur d'Europe que vous êtes en train de construire, cher ami. Excusez-moi, mais je n'ai pas compris en quoi le canal Seine-Nord-Europe aggravait la tension sur l'eau. Quand vous avez un canal, d'accord, vous avez une surface en eau qui est exposée à des températures qui vont être de plus en plus élevées. Donc, vous avez une évaporation. Donc, vous perdez de l'eau. Donc, il va falloir utiliser des réservoirs et pomper pour alimenter ce canal. Et cette eau-là, elle n'ira pas. Elle va être prélevée sur ce qui s'écoulait, en partie, sur le bassin Seine-Normandie. C'est très clair. Y a-t-il d'autres questions? Il nous reste encore 4 minutes. Oui, Bruno Peta. Donc, je voulais compléter la réponse à Annie Leroy. Et enfin, ce que... Hubert, c'est qu'on a spécifiquement fait une étude sur la question dans le cadre de Socrate pour savoir exactement quelle était l'évolution du besoin et quelle serait l'évolution de la ressource en eau. Il est bien évident que, et vous avez raison Madame Leroy, la remontée du biseau salé, les débits d'étiage qui vont se multiplier, bref, une raréfaction de l'eau et un déficit de qualité
Et c'est pour ça qu'on est très incité, et on a la possibilité de le faire, de réutiliser les eaux de stations d'épuration, en particulier celle du Havre, celle de Lillebonne. Donc on a identifié en fait un certain nombre de sujets qui vont nous permettre de nous redonner de la disponibilité en eau sans aller systématiquement l'attraper dans le milieu naturel. Merci infiniment. Écoutez, y a-t-il d'autres questions? Je salue l'arrivée du délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine qui, malgré l'absence de LNPN, est arrivé de Paris jusqu'au Havre et qui va conclure tout à l'heure cette matinée. Y a-t-il d'autres questions? Et sinon, il ne reste plus qu'à vous applaudir tous les trois, s'il vous plaît. Merci beaucoup.